Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres du journal. La colère agricole persiste. Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation. Les agriculteurs exigent le versement des aides agro-environnementales et climatiques. Le gouvernement tarde à effectuer certains versements prévus il y a plusieurs mois. Un ultimatum a été lancé. Nous y reviendrons dans un reportage inédit de notre partenaire Moselle TV. Les cas de Covid repartent à la hausse. En cause, la mauvaise météo et le relâchement des gestes barrières. À l'approche des vacances d'été, l'appel est à la prudence. Nous irons à Amiens dans un reportage de notre partenaire WEO TV, la chaîne du groupe La Voix du Nord. Dans ce journal également, l'Euro de football dynamise les bars. Les supporters affluent les jours de match et compensent les pertes liées au mauvais temps. Les commerçants en profitent. Ils espèrent que la fête se poursuivra. Nous irons à Bordeaux avec notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Et puis c'est un roman inédit, un roman d'été d'Antoine Sénanque, nommé Croix de cendre. Un ouvrage fascinant qui nous emmène notamment sur les routes de France pendant l'Inquisition. Un livre parfait pour vos plages. Nous y reviendrons dans un reportage exclusif de Christophe Rigaud. Je vous l'annonçais dans les titres, la colère agricole se poursuit. À la suite d'un appel des syndicats, des mobilisations ont lieu un peu partout en France. En Moselle, les agriculteurs manifestent pour exprimer leur mécontentement et réclamer des aides immédiates. Le gouvernement n'a toujours pas effectué certains versements de la politique agricole commune, un montant qui dépasse plusieurs centaines de millions d'euros. Elisa Whitwish pour notre partenaire Moselle TV sur place, regardez. Déverser du fumier pour se faire entendre. Les jeunes agriculteurs mosellans ont manifesté leur ras-le-bol. Ils ont choisi les locaux de la direction départementale des territoires à Metz pour réclamer à nouveau le versement des aides aux exploitations biologiques. On a quand même déjà 2 mois de retard. Certains attendent des sommes conséquentes, donc qui influent énormément sur leur situation économique, sur leur exploitation. Et aujourd'hui, on n'a pas de visibilité de la date quand ils seront perçus, quoi. Promise en mars dernier par le gouvernement, l'absence de ces aides liées aux mesures agro-environnementales et climatiques plonge certaines exploitations dans une détresse financière. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nos trésoreries sont à sec. On paye des agios, des frais de compte. Ce qui est navrant, c'est que quand ils font un calendrier, si jamais ils payent 1 mois en avance, eh ben ils nous retiennent des intérêts. Et là, ça ne marche pas dans l'autre sens. Après 2 heures de négociation, les représentants sont de nouveau sur le parvis. Aujourd'hui, c'est une machine qui a du mal à se mettre en route. On nous avance des soucis informatiques, des manques de personnel aussi pour l'instruction, hein, puisque là il faut aussi saluer le travail des services de la DDT. On sait très bien, les DDT sont aux côtés des agriculteurs, ils accompagnent l'agriculture, ils sont souvent en manque de moyens aussi. Une autre mobilisation agricole, mais cette fois-ci de façon virtuelle. Depuis plusieurs années, ce syndicat se montre très actif sur les réseaux sociaux. Son objectif, signaler les produits qui ne seraient pas français et faire de la pédagogie. Ils veulent encourager les consommateurs à privilégier les produits locaux et à soutenir l'agriculture nationale. Un reportage signé Laura Dubois pour notre partenaire Via Occitanie. Quotidiennement, Laurence fait un tour sur Facebook et les posts sur la page de la FDSEA sont nombreux. Messages ou photos, chaque jour, 2 à 3 personnes dénoncent des produits non français dans les supermarchés, une surveillance virtuelle à laquelle tout le monde participe. On demande donc via le réseau Facebook à tout le monde de surveiller et d'envoyer quand ils vont dans un supermarché, dans une enseigne, dire ben là regardez, il n'y a pas de production française ou très peu, alors qu'on est en pleine production. On a un réseau que d'entreprises, d'établissements et de producteurs qui vont surveiller. Et ça c'est au niveau national. Je leur demande d'aller dans les magasins et de nous envoyer quand c'est bien, quand c'est pas bien, photo, pas photo, mais leurs sentiments. Lorsqu'un utilisateur poste sur les réseaux sociaux, la FDSEA se charge d'aller vérifier en magasin. Le but n'est pas de jeter la pierre aux supermarchés qui vendent des produits étrangers, mais d'abord de faire de la pédagogie. Nous, on a une logique via, par exemple, les mails que nous adressons à notre réseau de professionnels, une démarche plus pédagogique, puisque ce sont des mails, on peut expliciter. On peut expliquer, attention, on attend qu'il y ait un basculement vers les origines, pourquoi, attention, vous affolez pas, vous voyez des produits des pays voisins, mais c'est pas grave, c'est la période, il faut qu'ils écoulent la marchandise. Et ensuite, vous allez avoir bientôt la bascule française, mais il faut qu'elle se fasse, donc il faut y veiller. Selon la FDSEA, ce sont 2 à 3 signalements par jour qui sont faits sur leur page Facebook.
Ils se sentent délaissés par les élections législatives. Les pêcheurs, au cœur d'un secteur vulnérable, estiment que leur situation est ignorée. Entre la hausse du coût du gasoil, le ralentissement de l'activité et le vieillissement de la main-d'œuvre, la pêche française fait face à de nombreuses difficultés. À Lorient, des professionnels du secteur se sont rassemblés lors des assises de la pêche. Face à un avenir incertain, ils ont voulu faire entendre leur voix, de quoi peut-être lancer quelques bouteilles à la mer. Écoutons Olivier Le Nézet, président du Comité national des pêches, au micro de nos partenaires TBO et TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme. Le renouvellement de la flotte a été beaucoup cité ce matin. C'est indispensable. Il faut permettre aux jeunes aussi d'avoir accès à nos métiers. Quel que soit l'État, quel que soit le gouvernement, on doit avoir un soutien indéfectible qui permette justement de continuer de ce beau métier qui est d'être pêcheur, marin-pêcheur, mais aussi dans toute cette filière halieutique et qu'on puisse continuer à avoir des produits de chez nous, de nos côtes. Nous avions commencé à l'oublier, mais malheureusement, il est bel et bien de retour. Le Covid-19 refait surface et les cas repartent à la hausse. En cause, plus de rassemblements, une mauvaise météo et un relâchement aussi des gestes barrières. Alors si nous sommes loin d'une nouvelle vague, l'appel est à la prudence, surtout pour les plus fragiles. Jérôme Aubron à Amiens pour notre partenaire WEO TV, la chaîne du groupe La Voix du Nord. Il était presque devenu un mauvais souvenir. Pourtant, le virus de la Covid-19 semble refaire surface. Ce pharmacien amiénois a dû refaire son stock de tests. On a de plus en plus de demandes, notamment depuis 2 semaines. On a été amené de fait à revoir notre approvisionnement et à recommander des boîtes de tests, donc d'autotests. Vous y attendiez à ça ? Pas vraiment, puisque ça fait 2-3 mois qu'on n'avait vraiment pas de demande, donc ni de demande de vente de boîtes d'autotests, ni de réalisation de tests antigéniques à l'officine. À quelques semaines des vacances d'été, les recours pour suspicion de Covid sont en hausse. Selon Santé publique France, SOS Médecins enregistre une augmentation de 51% des consultations pour des symptômes similaires à ceux de la Covid, assez pour inciter à la prudence. Dans mon entourage, effectivement, j'ai entendu parler d'une recrudescence de collègues qui avaient contracté la Covid. Dernièrement, j'étais malade, je vous avouerai que j'ai pas été testé. Il n'y a plus de test automatique, en fait, j'ai l'impression. Bon, on va se mettre dans la petite pièce là-bas, puis on va faire le test. Au cœur de ce rebond de la Covid, un énième sous-variant du virus Omicron au nom barbare de KP2. Très contagieux, mais moins virulent. C'est un virus qui circule, qui est contagieux et qui se transmet, mais néanmoins on a la chance de ne pas avoir de forme grave, donc ça se manifeste plutôt par une petite fièvre, des maux de gorge, parfois un petit peu des troubles du transit. La Haute Autorité de Santé rappelle l'importance du respect des gestes barrières. Depuis avril dernier, une campagne de vaccination à destination des plus fragiles est lancée. Un nouveau vaccin devrait également voir le jour d'ici l'automne. Le Covid gagne également du terrain en Outre-mer. En Martinique, les agences régionales de santé constatent une recrudescence. Des centaines de nouveaux cas ont été enregistrés depuis le début du mois de juin. Face à cette menace, les habitants restent vigilants et se font vacciner sans hésiter. Les autorités locales intensifient aussi les actions pour encourager la prévention. Un reportage signé Hélène Sérignac pour notre partenaire Via TV Martinique. Depuis 3 semaines, la Martinique connaît une reprise de la circulation du Covid-19. Une tendance également constatée dans certains cabinets. En consultation et au SAMU, on a des appels de patients qui s'inquiètent pour leurs symptômes ou des patients qui appellent et pour lesquels on pense que c'est une pathologie Covid. On invite à se faire dépister. Tous ne sont pas inquiets, mais beaucoup sont prêts à redoubler de vigilance pour limiter la circulation du virus. Se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude, porter un masque, utiliser un mouchoir en papier à usage unique. Depuis la crise Covid, les gestes barrières n'ont pas changé, mais les habitudes, si. De son côté, l'Agence régionale de santé recommande la vaccination aux personnes les plus fragiles et vulnérables, mais le dispositif reste disponible pour toute personne qui le souhaite. C'est toujours le Omicron qui circule, après, avec bien sûr des différents sous-variants, mais le vaccin est toujours adapté. Donc il ne faut pas hésiter à se faire vacciner 1 fois par an pour justement avoir la meilleure protection possible. La situation ne se limite pas à notre île. Plusieurs pays européens connaissent un rebond épidémique depuis quelques semaines, selon un récent rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.
Et puis l'Euro de football offre aux brasseries une occasion en or pour attirer les supporters. Si l'affluence est modeste en temps normal, les établissements se remplissent lors de ces rencontres. Comme à Bordeaux, vous allez le voir, cette compétition est une véritable bouffée d'air frais pour rattraper les chiffres d'affaires perdus à cause du mauvais temps. Yvan Branchy et Thelma Kourali pour notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Gironde. Depuis quelques semaines, le téléphone n'arrête pas de sonner. Pour regarder le match ? Ouais, ça marche, pas de souci. Bah écoutez, on a une salle à l'étage pour justement le match, donc pas de souci. Dans cette brasserie sur la rive droite bordelaise, l'écran géant est un atout de taille pour séduire les clients, qui se font pourtant plutôt discrets. Il y a des gens, mais pas autant qu'on pourrait espérer, on va dire, sur la saison ou même avec l'événement en cours, quoi. C'est que disons qu'on ferait peut-être 50% ou 30% de ce qu'on pourrait faire vraiment, quoi. Donc un peu déçu. Je m'attendais à plus en vrai. Sur la rive gauche, c'est une toute autre ambiance. Chaque soir de match, la terrasse de ce bar affiche complet. Plus de 200 personnes réunies devant cette télévision. Un investissement réalisé pour la Coupe du Monde de rugby. En tout, j'ai 5 télés à l'année et un 6e qui s'est rajouté. Celui-là, on l'a vraiment acheté pour l'Euro il vient de la Coupe du Monde et du coup, il resserre pour l'Euro cette année. Voilà, et le top 14. Des matchs à regarder sous un grand soleil enfin de retour après plusieurs mois de grisaille. Le moment idéal pour rattraper le chiffre d'affaires perdu. Ça ramène un petit peu de joie, un petit peu de monde, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Quand il y a des matchs, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de... déjà, il y a beaucoup plus de passages et du coup, ça, en termes de chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Ouais. Seule ombre au tableau, selon lui, la taille de sa terrasse. Ce serveur souhaiterait l'agrandir les jours de match, une extension que la mairie refuse. C'est l'un de nos grands athlètes français. Thibaut Collet, spécialiste du saut à la perche, vient d'atteindre un nouveau record personnel en franchissant la barre des 5,95 m. Il bat même le score de son père, ancien recordman de France lui-même du saut à la perche. Pour le jeune athlète, c'est un moment inoubliable devant ses amis à quelques semaines des Jeux Olympiques. Un reportage de notre partenaire Télé Grenoble dans l'Isère. Le rêve, au bout de la piste, Thibaut Collet l'aperçoit par-delà cette barre perchée à 5,95 m. Son stade, son public, cette clameur, c'est trop beau. Il est lancé, il ne calcule plus rien. Comme porté par la grâce, il efface son record et celui de son guide, Philippe Collet, qui pour 1 centimètre bascule dans l'émotion d'un père qui donne enfin le flambeau à son fils. C'est juste fabuleux de réaliser ses rêves. Et moi, ça me libère. Là, enfin... Ah, c'est le boss de la famille, c'est lui qui saute le plus haut, c'est le plus fort, c'est une évidence. Maintenant, il a d'autres rêves, il a d'autres objectifs. Et c'est une bonne chose de fait et c'est génial que ça soit fait ici. Thibaut, qui s'entraîne depuis l'adolescence pour ça, lui-même ne l'explique pas. Là, pour l'instant, j'ai un petit trou noir au niveau de mes souvenirs. Je sais qu'à partir du moment où je pris cette perche au 2e essai à 95, je me suis dit ça peut et ça va le faire. J'ai juste à sauter comme je sais sauter et avec le matériel que j'ai, le résultat c'est que ça me jette par-dessus cette hauteur. Pour Renaud Lavillenie, c'est une autre paire de manches. Le champion olympique de perche en 2012 est loin de son record à 6,16 m. Blessé à la jambe, il rate cette fois encore les minima, réconforté par le public et toute la famille Collet, solidaire autour de son ami. Ça fait toujours chaud au cœur, surtout qu'on est un petit peu moins bien. Ça peut permettre des fois d'aller chercher le petit extra pour passer la barre. Bon, ça n'a pas suffi, mais voilà, en tout cas, ça laisse des bonnes émotions. Les émotions de Thibaut, son frère Mathieu, son grand-père Jacques, toute la dynastie des Collet, perchistes de père en fils, aura au moins semé un enthousiasme inédit autour de la discipline depuis une trentaine d'années. Et il semble que la nouvelle histoire ne fait que commencer. Restons dans les sports olympiques. Dans la Loire, ces élèves ont eu l'occasion de découvrir l'escrime, un sport qui sera présent lors des Jeux cet été. Ils ont appris à manier cette discipline avec un professeur sur place. L'entreprise fournissant les lames d'escrime était également représentée. Avec un savoir-faire 100% français, elle équipe la majorité des pratiquants d'escrime dans le monde. Un reportage de notre partenaire TL7 dans la Loire. Manipuler l'art du fleuret ou savoir enfiler un casque, le temps d'une matinée, ces élèves de l'école Sainte-Lucie se sont initiés à l'escrime. C'est plutôt pas mal, c'est un nouveau sport, ça fait découvrir un nouveau sport, donc c'est une culture différente. Et moi j'ai bien aimé cette séance, donc
ça a été. L'escrime est un sport de combat qui demande respect, maîtrise de soi et aussi quelques règles. Dans la Loire, on compte 300 licenciés et 65 000 à l'échelle nationale. J'aurais demandé de toucher uniquement avec la pointe parce que le fleuret est une arme de pointe et ils ne peuvent pas toucher n'importe où sur le corps de l'adversaire parce que uniquement le buste fait partie de la surface valable. Des duels sous le regard avisé de ce chef d'entreprise. Daniel Chénet est à la tête de Blaise Frères, basé au Chambon-Feugerolles. Avec 120 000 lames d'escrime fabriquées par an, l'entreprise équipe près de 90% des tireurs à l'échelle mondiale. Notre produit, il est 100% français, puisqu'il est complètement manufacturé. Et à savoir que la qualité du produit, la performance du produit, elle repose sur les hommes et non pas sur les machines. C'est vraiment notre savoir-faire interne qui donne la qualité aux lames. Beaucoup plus que les machines. Et après cet entraînement, les enfants ont-ils aimé cette discipline sportive? C'était super bien. Mais je préfère le foot quand même. Direction les Vosges dans ce journal où trompettes et tambours ont résonné au cœur de l'abbaye de Senones. Cet événement marquait le lancement d'un nouveau label vosgien, une marque de territoire nommée Principauté de Salm, en référence au comté de Salm de la Renaissance. Ce label est désormais intégré au patrimoine touristique exceptionnel de la région. Un reportage de notre partenaire Vosges Télévisions sur place. S'inspirer de son riche passé pour bâtir l'avenir, trompettes et tambours ont résonné au cœur de l'abbaye de Senones, sous les regards bienveillants de Louis-Charles Othon, prince de Salm, de Voltaire qui fut un hôte de ces lieux, notamment de cette ancienne bibliothèque du moine érudit Don Calmet, où les invités ont assisté au lancement d'une marque de territoire, Principauté de Salm, un nom en référence à cette époque qui voyait de 1751 à 1793 Senones être la capitale d'une principauté indépendante au cœur du royaume de France. Une marque, c'est un nom et une identité visuelle qui auront pour objectif de faire connaître la commune, son patrimoine, châteaux et abbayes en cours de restauration et ses alentours, 25 bourgs et villages qui ont écrit cette page d'histoire des Vosges au XVIIIe siècle. On connaît la principauté d'Andorre, la principauté de Liechtenstein. Qui connaît exactement les contours, les tenants et les aboutissants de la principauté de Salm? Même à l'école, ce n'est pas enseigné. Donc on veut réparer cet oubli. Et pour cette nouvelle marque vosgienne, Senones a obtenu le soutien de l'État via le laboratoire de la ruralité et des financements publics de l'opérateur national Atout France. Après un appel d'offres, c'est l'agence Alchimie de Saint-Dié des Vosges qui a décroché le marché, créé le label, son logo, sa couleur, un vert bleuté qui rappelle la nature vosgienne. La marque va désormais être diffusée. Dans un premier temps, on va mettre en place des outils digitaux, des outils imprimés qui vont permettre de donner vie à la marque Principauté de Salm. Et ensuite, on va la mettre à disposition de toutes les entités qui gravitent autour de la Principauté de Salm, que ce soit des acteurs économiques, que ce soit des artisans, des commerçants, ou comme je le disais, les anciennes communes qui faisaient partie de la Principauté de Salm. Et un autre enjeu principal, c'est de réussir à attirer aussi des nouvelles entreprises et des nouveaux habitants à venir sur place. Donc on est en train de travailler des outils dans cet esprit-là. 70 000 €, dont 45 000 de subventions, c'est le coût de la création de la marque Principauté de Salm, une voie princière sur laquelle s'est engagée la commune de Senones pour booster l'attractivité de son territoire. Et puis un conseil de lecture maintenant dans ce JT avec le dernier roman d'Antoine Sénanque, nommé Croix de cendre. Son nouvel ouvrage mêle roman d'aventure, fresque historique et polar médiéval. Il nous emmène sur les routes de France pendant l'Inquisition, mais aussi sur les routes de la soie en Crimée pour découvrir les origines de la peste noire. Un roman idéal pour cet été sur les plages. Un reportage exclusif de Christophe Rigaud. Regardez. Croix de cendre, le dernier roman de Pierre Sénanque, nous plonge en plein Moyen-Âge, le temps des calamités, de la peste noire et de l'Inquisition. C'est le siècle de la famine, d'un nouvel âge glaciaire qui fait que les loups sont dans les villes. C'est le siècle de la misère, de la guerre de 100 ans. Et c'est surtout le grand siècle de la grande peste noire du XIVe siècle qui reste le plus grand cataclysme qui a touché toute l'humanité. Donc c'est un siècle extrêmement obscur, mais au sein de cette obscurité, il y a des lueurs. Et c'est ces lueurs que j'ai voulu faire développer, on va dire, dans le livre. Et ces lueurs sont des lueurs spirituelles, c'est-à-dire avec des grandes figures spirituelles, notamment celle de Maître Eckhart, et de ces femmes merveilleuses qui étaient les béguines et qui ont un rôle à jouer important dans le livre.
Vrai roman d'aventure et polar médiéval, Croix de Cendre est aussi nourri de la philosophie de Maître Eckhart, un des grands intellectuels du Moyen-Âge. Maître Eckhart prétendait que nous étions tous capables de Dieu, c'est-à-dire que l'homme était capable de devenir intégralement Dieu par adoption, ce qu'est Dieu par nature, et qu'il n'y ait pas de différence finalement entre l'individu humain et la déité. Et évidemment, cette ambition énorme était assez mal digérée, si on peut dire, par l'Église catholique, et c'est ce qui a expliqué son procès en Inquisition. Le roman nous amène aussi en Crimée, pendant le siège par les Mongols d'un comptoir génois, d'où serait partie l'épidémie de peste noire. Un jour, lors de ce siège, la peste s'est allumée dans les rangs mongols et a commencé à décimer tous les guerriers mongols. Avant de s'en aller, le chef mongol a pris cette décision qui peut être considérée comme une des premières décisions de guerre bactériologique. Il a décidé de catapulter au-dessus des murs de Kaffa, qui était le comptoir génois, les cadavres de ces soldats infectés pour que les marins génois, en revenant chez eux, diffusent la peste dans l'Europe entière. Roman haletant, Croix de Cendre d'Antoine Senanque a fait partie de la liste du prix Goncourt et depuis a été traduit en 9 langues. Direction la Savoie dans ce journal, c'est un grand moment pour les producteurs mais aussi pour les troupeaux. Avec le retour des beaux jours, les vaches quittent leur étable et montent en alpage. Une période dite des 100 jours durant laquelle les éleveurs peuvent se consacrer à l'entretien de leurs exploitations. Nous sommes allés dans les hauteurs du Beaufortain en Savoie, Chloé Lemeur pour notre partenaire 8 Mont-Blanc sur place. Ce matin-là, le massif du Beaufortain s'est animé au son des cloches. Comme chaque année, le groupement pastoral de Plan-Pichu déplace ses troupeaux sur les hauteurs de la vallée à l'occasion de la montée en alpage pour la saison estivale. Un moment toujours très attendu par les éleveurs des 10 exploitations réunies. La montée en alpage, chaque année, voilà, c'est des prises de décision importantes pour les montagniers, le jour, la date. Donc tout le monde se met en accord pour pouvoir faire cette montée. Et voilà, c'est un moment qu'on attend tous, un moment qui est convivial. C'est des pratiques ancestrales, hein. Donc déjà d'un point de vue entretien du paysage, entretien du territoire, c'est quand même, on défend, je veux dire, un fromage AOC, donc voilà, ça fait partie de la culture locale. Au total, près de 450 vaches se suivent à la file indienne. Elles sont ensuite réparties selon différents secteurs. Elles se répartissent en fonction de l'altitude, la pousse de l'herbe, et elles se répartissent aussi en fonction de leur date de vélage. On essaye de faire 3 troupeaux équitables en production et en stade de lactation pour avoir des troupeaux homogènes en production. Une fois installés sur leur parcelle, c'est désormais l'heure de se régaler avec une herbe bien fraîche. Et c'est en compagnie de leurs gardiens, les bergers, qu'elles pourront continuer à profiter de ce repas gourmand durant 5 mois. C'est cet après-midi, après une pause bien méritée au chalet de l'Alpage, que l'équipe commence la première traite estivale. Pour certains, c'est d'ailleurs une première et l'expérience s'avère plutôt formatrice. C'est un peu stressant parce que toutes les vaches sont différentes, tous les éleveurs font différemment et tu le sens, les vaches elles sont pas habituées comme ci, comme ça, du coup il faut s'adapter. Après 2h30 de traite sur les 3 troupeaux, il est enfin temps d'acheminer le lait en direction de la fromagerie. C'est ici qu'il sera transformé 2 fois par jour en Beaufort d'été, avec au total une fabrication de 1200 à 1300 fromages de caractère sur la saison estivale. Voilà, c'était un invité exceptionnel dans cette école en Haute-Marne. Le chef Papou Mundia Kepanga s'est rendu à Saint-Dizier pour sensibiliser les enfants à l'environnement. Il est aussi venu parler des traditions de sa tribu Wallis, l'occasion pour les plus petits de découvrir une nouvelle culture. Et ils ont été fascinés par ses récits et ses enseignements. Un reportage de notre partenaire Puissance TV sur place. Il est reconnaissable par son épine de porc-épic dans le nez et sa coiffe. Le chef Papou Mundia Kepanga était à l'école d'Hydro de Saint-Dizier auprès des primaires et des maternelles pour un cours pas comme les autres. Et vous avez raison, c'est bien le drapeau de mon pays. En 2 heures, les élèves ont pu découvrir ses coutumes et le quotidien de sa tribu Wallis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'objectif de cette matinée est d'éveiller les consciences, de montrer aux enfants les enjeux environnementaux.
Aujourd'hui, je vais rencontrer les élèves et d'une certaine façon, je vais leur donner des conseils sur la façon dont il me semble important de préserver l'environnement. Vous savez, je considère que les enfants sont comme des graines. Si vous les arrosez de bons conseils, ils vont grandir et devenir des arbres solides. Je vais leur donner des conseils tout simples. D'abord, je vais leur rappeler qu'il est important de préserver l'environnement. Mais surtout, je vais leur dire de bien écouter leurs parents, bien écouter leurs professeurs, d'être des élèves sérieux et qui prennent soin de la nature, qui ont conscience de l'importance du respect pour les autres et pour la nature. Et pour ne faire plus qu'un avec la nature, les jeunes aidés par le chef Papou ont planté un arbre en plein milieu de leur cours de récréation. Les voilà désormais tous frères et sœurs de la nature dans la tradition Papou. Voilà, au revoir, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.